Alors du coup j'avance pas trop vite. All right, Houston. Go ahead, Houston. All right, you are go for TLI, over. Bon, nous revoilà revenus Go for TLI. au même endroit. Bon, alors j'ai triché un tout petit peu, mais pas vraiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il est passé en automatique. Peut-être ai-je appuyé malencontreusement là où il fallait pas. On va dire que c'est la faute d'IBM et pas la mienne. On est toujours à 2,51. Ok. On s'approche de l'horaire. Donc là, on est à 6 minutes en accéléré. Bien. Bien, 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 bien. Donc cette fois-ci, ça semble ok. Donc on va regarder la fusée se mettre en position. En 15 secondes, a priori, elle devrait se mettre en position. Voilà. Bon, cette fois-ci, a priori, voilà, poussé dans moins d'une minute. All right, coming up on 20 seconds to ignition. Mark it, and you're looking very good. Ah bah là, du coup, notre solution, oui, normalement, l'horaire historique, c'était 50-37, donc là, on a 20 secondes de décalage sur cette solution-là. Ignition. Roger, ignition. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que notre poussée, alors plutôt que de garder la carte qui n'a plus aucun intérêt maintenant, on va regarder plutôt l'orbite. Et donc on voit que donc on se trouve ici, hein, donc on est au périgée et on augmente l'apogée de notre trajectoire. Et donc cet apogée, on va la repousser à environ 30 000 km, c'est-à-dire la distance Terre-Lune. Alors on peut voir ça aussi ici.
avec le Flight Monitor du programme Lunar Transfer MFD. Plutôt pas mal. Donc c'est une poussée importante et c'est pour ça que le seul moteur du CSM est pas suffisant. Il n'y a pas assez de carburant. Ici, il nous reste du carburant. Alors je vous rappelle, hein, le troisième étage, le troisième étage AS4B avait déjà poussé pour la mise en orbite et ce moteur-là, c'est le seul moteur de la Saturne V qu'on rallume pour cette fois-ci faire la poussée qui nous envoie vers la Lune. Alors, ce serait intéressant de savoir où on se trouve. Donc voilà, on est quelque part par là. Donc on va bientôt arriver au jour, au soleil. La poussée est longue, hein. On avait 300 secondes et on n'a même pas la moitié là. Ce qui est assez impressionnant, c'est que en fait, l'influence gravitationnelle de la Terre s'affaiblissant avec la distance, ici, l'apogée va s'écarter de plus en plus rapidement de la surface terrestre. Donc en fait, là, on est à la moitié de la poussée, on a poussé d'un rayon terrestre à peu près. Et en fait, le reste de la poussée va nous amener à quasiment 20 fois le rayon terrestre. Alors, on va rentrer dans la lumière. Voilà, on a droit à un lever de soleil. C'est sympa. Apollo 8 Houston, you're looking good here, right down the center line. Roger, Apollo 8. On s'aperçoit que l'épaisseur de l'atmosphère, c'est vraiment pas grand-chose hein, par rapport au volume de la Terre. Et c'est en gros 100 km. Bon, sans doute là, visuellement, c'est un peu moins. Même si c'est 50 km, ça veut dire qu'à 1/5 de ça, là, donc à peu près par ici, on est à hauteur des plus hauts sommets et on a du mal à respirer déjà. Donc on est vraiment collé à la surface terrestre. On se rend pas compte à quel point, même quand on prend l'avion. Que 40 secondes de poussée. Et on voit là que maintenant l'apogée s'éloigne très très vite. Et en fait, on voit la Terre diminuer à l'échelle très rapidement. Et la poussée est quasiment terminée. Okay, we got Seco right on the money. Roger, understand Seco. Voilà, SICO, donc c'est coupure. Et donc voilà, on est enfin sur la trajectoire de la Lune. Alors ils ont dit right on the money, ça veut dire 0,0. Nous on a un petit écart de burn time qui est de 1 centième de seconde. Rien de bien grave. On va se mettre en prograde. Donc on va orienter la fusée dans le sens de la marche. Pour lui éviter de trop tourner là dans tous les sens. Voilà. Il lui reste encore un petit peu de carburant. Là on utilise le carburant de la Saturne V. Hein, donc
de toute façon, on va tout larguer. C'est du carburant dont on n'a plus besoin. Voilà. Et voilà. Donc, nous voilà partis en direction de la Lune. Alors, on va s'apercevoir qu'on va s'écarter très rapidement de la surface terrestre. C'est ce que nous montre la courbe qui est ici, là. On va s'éloigner très très vite. Alors non, c'est stupide ce que je viens de montrer parce que ça c'est notre trajectoire d'arrivée sur la Lune. On peut le voir ici. Alors malheureusement, non, on voit rien parce que le niveau de zoom est ridicule et malheureusement, je peux pas zoomer. Mais on va s'éloigner très très vite de la Terre. Et la première chose qu'on va faire, donc, c'est de nous débarrasser de la S4B. Donc, historiquement, cette opération, elle a été conduite à 3:20:59, environ à 3h21 de guette, donc en gros dans 20 minutes. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite sauvegarde ici, et on va avancer jusque-là. Donc on voit que notre trajectoire nous éloigne de la Terre. Là, on n'est clairement plus à 187 km. Ici, là, on découvre la péninsule californienne, la Basse-Californie, je crois. Ici, ça doit être le Mexique, l'Amérique du Sud par ici. Et donc, on va avoir la Floride qui va être quelque part par là, probablement. L'endroit d'où on est parti. Pardon. Ah, la Floride est là. Et Houston, au Texas, doit être quelque part par là. Donc on est parti de là il y a bien longtemps maintenant, 3h04. Et on voit qu'on a pris vraiment la tangente. On reste plus à proximité de la Terre, même si techniquement parlant, on est toujours sur une orbite terrestre. Si la Lune n'était pas en face, on reviendrait à notre point de départ, là, au périgée, à 187 km de la Terre. Mais bon, évidemment, quand on va s'approcher de la Lune, l'influence gravitationnelle de la Lune va modifier notre trajectoire, ce qui n'est pas encore vraiment le cas pour le moment. L'influence lunaire reste relativement modeste. Donc on va avancer à proximité des 3h20. Ça y est, on voit l'intégralité du globe terrestre. C'est le genre de vision qu'il a été donné de voir à peu de gens, hein. Aujourd'hui, la station spatiale internationale, elle tourne à 400 km autour de la Terre. Là, je pense qu'on les a largement dépassés, les 400 km. On peut le savoir. Notre altitude, on est à 3000 km d'altitude. Donc on est de l'ordre de 10 fois plus loin que la station spatiale internationale. Et donc il y a vraiment très très peu de gens qui ont eu l'occasion d'avoir cette vision-là. Et en l'occurrence d'ailleurs, j'y songe, là, nous simulons la première mission qui s'est éloignée aussi loin de la Terre. Personne ne s'était jamais éloigné aussi loin de la Terre avant les 3 astronautes qui sont dans la mission Apollo 8. J'ai oublié leur nom. Je vais quand même intéressant de savoir.
Je sais qu'il y a Borman, mais il me semble qu'il y a le gars d'Apollo 13 aussi, dont j'ai oublié le nom là. Il est sorti de la tête. Alors, William Anders, James Lowell, Jim Lowell. Donc effectivement, c'est bien le commandant de la mission Apollo 13 et Frank Borman. Et donc, bah, William Anders, lui, c'est sa seule mission Apollo, donc il n'atterrira jamais sur la Lune. Jim Lowell, normalement il devait atterrir sur la Lune avec Apollo 13, mais pas de chance, il n'a pas pu. Et donc Apollo 13 sera la fin de sa carrière. Et Borman, lui, en revanche, il me semble, eh ben non, j'allais dire une bêtise, mais aussi c'est la fin de sa carrière Apollo 8, donc il n'atterrira pas sur la Lune. Et donc bah, aucun des trois n'atterrira jamais sur la Lune, alors que l'un d'entre eux devait le faire. Donc, mais par contre, bon, ils font quand même un beau voyage, et ils sont les premiers à être en orbite autour de la Lune et de l'avoir d'aussi près, et à s'éloigner autant de la Terre. « 12 hommes ont foulé le sol lunaire. Seulement 12. Bon, on s'approche. Oui, on s'éloigne très vite, même si je suis en x10 là, on s'éloigne quand même très très vite. On a fait la poussée à 2,50 et en 27 minutes, une demi-heure, on est quand même allé assez loin. Bien, bon bah pour l'opération suivante, on va globalement respecter l'horaire historique, même si ça n'a pas grande importance. Mais on va faire ça. Donc c'était 20,59 si je ne me trompe pas. Et donc on va séparer le CSM, module de commande et de service, de la S4B. Et donc on va voir les 4 pans là, les 4 panneaux coniques se séparer. Voilà. Ces 4 panneaux se séparent et ici donc on devrait avoir le LEM, mais il n'y a pas de LEM. Donc normalement il faudrait qu'on fasse une manœuvre de retournement pour présenter le nez du CSM face au sommet du LEM. Le LEM est posé les pieds en bas et la tête en haut, pas de souci. Donc on se retourne, on s'approche, on vient accoster le LEM et on le tire. Et on part vers la Lune avec ça. Et la S4B, elle, alors là les horaires, donc ça a été automatisé dans la simulation, mais les horaires de cette automatisation ne respectent pas la réalité historique. La S4B va pivoter et se mettre sur une trajectoire orbitale autour du Soleil. Donc dans le cas de la mission Apollo 8, et ça a été le cas pour un certain nombre d'autres missions, je ne sais plus exactement combien, il faudrait les reprendre en détail. Le troisième étage était mis en orbite autour du Soleil. Et puis ensuite, il a été décidé d'envoyer ce troisième étage s'écraser sur la Lune.
Je sais pas quelle est la meilleure solution. La première pollue les orbites et la deuxième pollue la Lune. Bon, je, je- je me demande si c'était une rentrée atmosphérique, ça aurait complètement cramé. Mais là, en allant percuter la Lune, bah, il doit rester que des débris. Alors après, je sais pas, ça doit s'enfoncer quand même en grande partie dans le sol et faire un cratère. Je sais pas si il y a des images des impacts euh, des, euh, des étages qui ont percuté la Lune. Les LEM aussi étaient renvoyés percuter la Lune. Donc il reste quand même pas mal de matériel euh, sur la surface lunaire. Et donc, assez ironiquement, là, on avait au départ une fusée de 100 mètres de haut, avec la partie qui est là, qui est la seule partie habitable, qui était minuscule au sommet, là. Cette partie-là qui était pas beaucoup plus grande, hein. Et en fait, pratiquement tout le voyage se fait avec cette minuscule partie. Euh, à si près que bah, si on allait atterrir sur la Lune, on aurait le LEM. Mais bon, ça fait pas grand-chose. Et même mieux, en fait, il n'y a que cette partie-là qui va revenir sur Terre. Tout le reste va disparaître et on le récupérera jamais. Dommage, d'ailleurs, parce que le LEM, c'est un bel engin. Alors je crois qu'ils en ont conservé qui n'ont pas volé. Et donc il me semble qu'on peut en voir un vrai dans un musée aux États-Unis, mais bon, il reste pas grand-chose hein, de. Il y a aussi une Saturne V au Kennedy Space Center. Euh, je pense que c'est une vraie qui est exposée. Mais bon, effectivement, c'est beaucoup de gâchis. Alors j'attends de voir le troisième étage. Bon, on peut peut-être accélérer un peu quand même. Là, je pense qu'il va pivoter dans 30 secondes. Ah, et d'ailleurs, on va faire aussi quelque chose qu'on aurait dû faire avant, mais bon, je regarde ce qui se passe au niveau du troisième étage. Oh oh, je pensais que ce serait arrivé plus tôt. Alors ça va être là. Voilà. Donc voilà, il s'oriente. Toujours le même principe, hein. Question, c'est de s'orienter convenablement et ensuite de pousser convenablement dans la direction correcte. Et donc là, il lui reste assez peu de carburant, mais visiblement suffisamment pour se mettre en orbite autour du Soleil. Et d'ailleurs, en fait, comme nous sommes sur la trajectoire de la Lune, naturellement, le troisième étage se trouve aussi sur une trajectoire qui rejoint la Lune. Et je pense que c'est pour cette raison que finalement,
ils ont décidé de faire percuter au 3e étage, de lui faire percuter la Lune parce que ça demandait une correction très minime euh, pour pouvoir aller. Et le voilà parti. Alors évidemment, ça va très très vite. Il accroît énormément sa vitesse compte tenu des poussées possibles. Et bon, voilà. Il a disparu et il va tourner autour du Soleil. Et d'ailleurs, cet étage tourne encore autour du Soleil aujourd'hui, en vrai, pas seulement en simulation. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va orienter notre module vers la Terre, de façon à ce que ces antennes soient tournées vers la Terre. Donc on va piloter le module un petit peu. Alors voilà, ça c'est le carburant du CSM. Et donc je vais le faire pivoter. Alors là, je vais le faire pivoter, comment dire, verticalement, puisque je vois que si je fais un demi-tour, je serai globalement dans le bon sens. Donc j'agis sur les petits moteurs d'orientation qui sont là. On voit celui-là par exemple. Voilà. Donc je pointe vers la Terre. Alors, j'ai pas besoin de pointer de façon ultra précise en un point donné, d'autant plus que la sphère terrestre va diminuer. Alors je pourrais corriger un petit peu. Bon, je peux le faire. Voilà. Pointer globalement au centre, mais de toute façon, cet alignement, on va pas le conserver. Donc là, dans un premier temps, j'ai mes antennes qui pointent bel et bien vers la Terre et je peux communiquer avec la Terre. En tout cas, je facilite la communication. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que, en fait, si on regarde ici notre CSM, cette partie-là est au Soleil et l'autre partie est à l'ombre. Et le rayonnement solaire, alors, il n'y a pas de température dans l'espace, pas d'échange thermique possible. On est dans le vide, c'est comme un double entre les deux verres d'un double vitrage. On met du vide de façon à ce que justement il ne puisse pas y avoir d'échange par convection matérielle. Donc la seule chose qui va se passer, c'est que cette partie-là va recevoir du rayonnement, va chauffer, donc elle va émettre de l'infrarouge pour évacuer un peu ce rayonnement, mais elle va surtout se dilater. Et l'autre côté, là, va rester à sa température, voire sa température va diminuer, se refroidir petit à petit en émettant aussi du rayonnement infrarouge. Alors il va y avoir un peu de conduction, cette partie-là, si elle est à, je sais pas moi, je donne des valeurs complètement fantaisistes, hein, si ça c'est à 200 degrés et ça à moins 100 degrés, effectivement par conduction il va y avoir quand même ici température intermédiaire, des échanges de chaleur, mais c'est clairement pas bon pour la structure métallique de notre CSM. Et la solution toute bête que les ingénieurs ont trouvée, c'est de faire ceci. C'est-à-dire que je vais vous montrer les moteurs en action. Tiens. Je vais éjecter de la matière par ici, pousser donc vers la droite et faire tourner mon CSM. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va tourner
en exposant régulièrement toutes ses faces au soleil et à l'ombre. Et donc la température va s'équilibrer. Ça fonctionne comme un tourne-broche, et d'ailleurs ils ont appelé ça un barbecue roll. Alors, je pense qu'ils ont moins la culture de la broche aux États-Unis. Je sais même pas comment ça se dit en anglais. Mais bon, l'image est celle-là, hein. Et donc là, avec une consommation d'énergie minime, à savoir, j'ai dû exercer une légère poussée, j'ai mon module de commande et de service qui est pointé vers la Terre, en rotation, et j'irai même plus loin, ce mouvement d'inertie là crée une force qui tend à le maintenir toujours dans la même direction. Alors que si j'avais pas cette rotation, j'aurais pas cet effet gyroscopique qui maintient le module de commande tout le temps dans la même direction et pour légèrement bouger, plus facilement bouger. Ce mouvement de rotation a toutes les vertus. Maintenant, l'étape suivante. Alors l'étape suivante, on l'avait évoqué tout à l'heure, quand on était sur ce dispositif-là, donc on est en programme d'injection translunaire, et on est bien dans notre phase translunaire. Je trouve que ça tourne un tout petit peu vite, je vais réduire légèrement la rotation. Alors, objectivement, je sais pas à quelle vitesse se faisait le barbecue roll, mais bon, voilà, fallait pas centrifuger les astronautes non plus, quoi. Donc on est bien en translunaire, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en correction. C'est-à-dire que là, on est dans l'espace, on va commencer à subir de plus en plus l'influence de la gravitation lunaire, et donc notre trajectoire calculée sur la base de la seule gravitation terrestre risque d'être légèrement perturbée, et puis il y a pu y avoir des erreurs. Les mouvements qu'on a fait quand on a éjecté la S4B, etc., ont pu légèrement modifier notre trajectoire. Et donc, ce qu'on veut, c'est garder à nouveau nos paramètres, donc arriver à 69,06. Alors je vérifie que c'est bien correct. Oui. Ensuite, 111 km, je suis toujours d'accord avec ça. Mais en fait, mon 69,06, je suis pas sûr, mais on verra. L'angle, toujours le même. Et cette fois-ci, donc, un autre burn qu'on pourrait faire tout de suite, enfin, dans 5 minutes. Mais pour faire la correction. Alors, historiquement, ils étaient programmés à horaire fixe. Là, le temps est long, hein, parce que bon, on s'éloigne assez rapidement de la Terre. Là, on voit qu'on s'est éloigné très très rapidement, mais au fur et à mesure, maintenant qu'on s'éloigne de la Terre, notre vitesse diminue. Comme si je lançais quelque chose. Là, quand on lance un objet en l'air, hein, et il a une trajectoire comme ça, là, bah, au départ, on le lance fort, et puis il ralentit, et puis il retombe. Bah là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une ellipse qui nous éloigne, et puis qui ralentit, et puis qui retombe. Bon, alors évidemment, ça retombe pas sur Terre, hein, ça fait le tour. Mais là, en plus, on va très très loin. Et donc, bah, ça va ralentir. Et, et malheureusement, autant on a commencé à s'éloigner vite, autant on va s'éloigner lentement. Et donc, bah, on va arriver à peu près à 70 heures, donc 3 jours. 72 heures, 3 jours, donc bon, un petit peu moins de 3 jours, avant de faire la manœuvre d'insertion sur l'orbite lunaire. Donc le temps est très long, et donc
La première correction, on va la faire au bout de 11 heures. Elle est programmée pour 11 heures. C'est-à-dire quand même suffisamment loin de la Terre. Et donc, ce que je peux déjà faire, c'est ici mettre nos 11 heures. Voilà. Et puis on va avancer jusque là. On va faire une petite sauvegarde au cas où. Ah oui, là ça tourne très vite, vu qu'on est à x1000. Alors, tiens, c'est intéressant. Là, on s'aperçoit que on n'est plus du tout dans l'axe de la Terre. Alors, si on regarde comme ça, nos antennes, elles vont quand même fonctionner, mais moins bien. Donc, ce qu'il faut faire régulièrement, c'est corriger. Alors, je vais le faire. Alors, je vois que la Terre, elle est en dessous de moi. Je vais faire en sorte d'avoir une manœuvre assez simple à conduire. Voilà. J'enlève ça qui a pas grand intérêt. Et voilà. Et donc là, on est de nouveau face à la Terre. Pas parfaitement, mais c'est pas grave. Et on va donc relancer une rotation. Voilà. Et on va de nouveau attendre nos 11 heures. Alors là, on va surtout pas corriger notre alignement parce que la poussée qu'on va faire va complètement nous désaxer, donc on va pas chercher à rectifier la position, le barbecue roll maintenant, c'est pas le moment. Donc voilà, on est à approximativement 1 heure de notre poussée là, presque à 10 heures. On demande un calcul. Alors, donc, on a une poussée qui est de quelques dixièmes de seconde, pratiquement 3 dixièmes, ce qui correspond assez à ce qui avait été effectué. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'horaire d'entrée, enfin l'horaire d'arrivée au périgée, et effectivement, je me suis trompé, me semble-t-il, puisque la LOI, donc l'insertion en orbite lunaire se fait à 69,08. Le passage au périgée se fait plutôt 2 minutes après. Donc là, il nous manque plutôt 4 minutes. Donc on va essayer de mettre 69,010. On va voir, j'espère que ça va pas avoir un impact trop grand. Voilà. Et je lui demande le calcul. Bon, 2 mètres par seconde au lieu d'1 mètre, à mon avis, on va avoir 2 fois plus de poussée, à quelque chose près. Donc au lieu de 3 dixièmes, on va en avoir 6. Voilà. Vive les maths. Bien, donc là on est plus conforme avec ce qui était attendu. Donc 69,10 pour le passage au périgée. On fera la poussée 2 minutes avant, à peu près.
111 km de la surface lunaire. Notre inclinaison est donc bien de 12 degrés, 3. Rien d'autre à dire. Il n'y a plus qu'à avancer un peu. On va refaire le calcul à 30 minutes. Voilà. 31 minutes. Ça va bien. Donc, je refais le calcul. 2,13. Ouais, rien qu'à changer. C'est parfait. Et cette fois-ci, j'active l'autoburn. Et dans 30 minutes, donc, la poussée de correction va avoir lieu. On va avancer jusque-là. Alors, c'est toujours la même histoire. 3 minutes avant la poussée, le CSM va s'orienter. Je vais pas regarder si... oh non, l'orientation n'est pas énorme. Donc tout dépend de... là, c'est vraiment aléatoire. Il se pourrait qu'il faille accélérer. Et dans ce cas-là, il faudrait que le CSM soit tourné plutôt dans l'autre sens. Il se pourrait qu'il faille freiner, ce qui semble-t-il est le cas. Et donc, on est plutôt dans cette orientation-là. Mais on voit que on n'est pas non plus dans l'axe de notre trajectoire, a priori. Donc il y a des petites corrections probablement pour l'inclination et l'inclinaison et la hauteur du périgée d'arrivée. Être bien à 111 km, comme on le souhaitait. Donc voilà, on est orienté. Maintenant, dans 2 minutes 30, va avoir lieu la poussée. Je vais rester comme ça. Je vous rappelle que la poussée, je vais remontrer le chiffre quand même, c'est 6 dixièmes de seconde. Donc en gros, c'est juste une petite explosion au niveau du moteur, hein. C'est rien de plus. Ça correspond à une correction de 2 mètres, 13 par seconde. C'est vraiment pas grand chose. Mais là, en fait, on est sur vraiment de l'orfèvrerie au niveau des trajectoires spatiales, clairement. Bien, on y est presque. Plus qu'une minute. Ça va être fugace, hein, je vous le rappelle. Euh, 10 secondes. 5,
4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, c'est juste ça. Tout ça pour ça. Alors il va y avoir une deuxième correction à mi-course qui a lieu à 60-59. Donc là, ça fait une demi-journée qu'on voyage. Et maintenant, la prochaine correction, ce sera à presque, on va dire 2 jours et demi de voyage. Donc dans 2 jours. C'est vraiment très, très long ce voyage. En plus, dans l'espace qu'ils ont, c'est vraiment, pas grand-chose, hein. Bien, je pense qu'en fait, on va s'arrêter, là. Je vais faire une sauvegarde et je vais pas faire la simulation en intégralité, aujourd'hui. Je trouve que cette mid-course correction, est le moment idéal pour, s'arrêter. Ce que je vais juste faire, c'est mettre, le CSM qui est en train de se tourner tout seul d'ailleurs, vers la terre en barbecue roll et je vais faire la sauvegarde. Voilà, le barbecue roll est activé. Les antennes sont tournées vers la terre et maintenant on va mettre fin à ce live. Donc voilà, j'ai fait une sauvegarde. Allez, à la prochaine.